Dans le débrief de Smart Tech, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dorothée Decropp. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes déléguée générale d'Exatrust. Vous représentez en fait la communauté cyber française. Cyber et cloud, oui, absolument. Et cloud de confiance, bien sûr. Miki Mchikli à côté de vous, conseillère en stratégie tech et data de dirigeants et de conseil d'administration. Et Maître Haas, Gérard Haas, bonjour, avocat, coprésident de l'association Les Juristnautes. Alors, au menu, on va parler de l'IA qui s'invite de plus en plus dans notre quotidien et notamment à travers de nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les smartphones les plus puissants. On va regarder ça, on va voir ce que ça change, c'est très intéressant. Mais je voulais qu'on commence par la guerre qui est faite aux écrans. Voilà, une guerre qui reprend de plus belle, notamment avec le défi lancé par Clara Chapaz, enfin pas relayé, en tout cas par Clara Chapaz, 10 jours sans écran, et sa volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, partout, dans toute l'Union européenne, c'est l'objectif. Donc gros sujet de débat, et pour le lancer, on va se connecter avec l'ancien député Bruno Studer, ancien député La République En Marche, qui a très envie de pousser un coup de gueule, je crois. En tout cas, on va essayer d'entendre pourquoi. On va lui ouvrir notre micro tout de suite. Bonjour Bruno Studer. Bonjour Delphine, bonjour. Alors, ancien député du Bas-Rhin, vous êtes l'auteur de 3 lois sur la protection de l'enfance en ligne, dont celle de 2022 sur le contrôle parental, enfin en tout cas qui a permis d'obliger tous les fabricants de matériel électronique à charger un contrôle parental et l'activer par défaut. Comment vous suivez aujourd'hui toutes ces prises de parole sur les écrans, la guerre qu'on fait aux écrans aujourd'hui ? Je regrette quand même un petit peu justement le vocabulaire guerrier qui entoure les différentes prises de parole sur ce sujet, parce que je pense que d'abord c'est faire peur et que c'est pas ma façon de voir la façon. Pour moi, c'est pas la bonne façon d'aborder politiquement le sujet. Ensuite, je pense qu'on mélange un peu tout. On voit très bien qu'on passe des écrans aux réseaux sociaux en ne définissant pas tout à fait de quoi on parle. Et puis ensuite, je pense qu'il faut se garder de prendre des grands engagements qui sont quand même très difficiles à tenir. Et vous avez eu l'élégance de le rappeler, j'ai porté la loi de 2022 qui oblige les fabricants d'appareils à équiper chaque appareil permettant de consulter des contenus, les obligeant à préinstaller un contrôle parental que les parents peuvent activer ou pas d'ailleurs. Et qu'à l'époque déjà, c'est une loi qui avait été notifiée quelques fois à la Commission européenne, 3 ou 4 fois. Et que si ma première volonté était à l'époque justement d'imposer l'activation par défaut, on en était revenu et on était déjà content que la loi puisse être validée. Mais encore une fois, on mélange aussi beaucoup de choses. Parce que qu'est-ce qu'un réseau social ? Qu'est-ce qu'un écran ? Au fond, on parle beaucoup des téléphones. Quand on parle des réseaux sociaux, de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle des forums qui vont être liés aux pratiques sur les consoles de jeux vidéo ? Est-ce qu'on parle aussi des forums sur lesquels on interagit ? Est-ce qu'on parle de YouTube ? Donc je pense que ça ne sert pas tout à fait la sérénité. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas diaboliser. En tout cas, j'ai jamais cherché à le faire dans les lois que j'ai portées, ni les uns ni les autres. Il faut être très lucide sur ce qui est en train de se jouer, évidemment. Je pense qu'il y a des vrais débats à avoir autour de l'économie de l'attention. Il y a des vrais débats à avoir autour du rôle des parents. Je pense qu'en fait, on a déjà des outils qui existent, et je pense que le contrôle parental, que j'ai toujours présenté comme étant un outil de dialogue familial en fait sur ce sujet-là, qui n'est pas simplement l'écran, mais aussi tout ce qu'on y fait et tout ce qu'on en fait. Je pense qu'on peut déjà s'en servir davantage, et pourquoi pas aller plus loin, mais sans panique à bord, quoi. Oui, alors justement, parce que moi j'ai suivi vos travaux, à chaque fois vous faisiez œuvre de pédagogie auprès de vos pairs, les parlementaires, et on entendait régulièrement quand même cette petite musique, mais on ne va pas assez loin finalement. Donc aller assez loin pour aller jusqu'où c'est vrai que là on est dans un discours qui englobe l'ensemble de la problématique des écrans, sans savoir exactement de quoi on parle. Et vous évoquiez l'éducation des parents. Je me faisais la réflexion parce que vous êtes aussi à l'initiative d'une loi qui a fait entrer dans le Code civil la notion de vie privée, de droit à l'image dans les obligations de protection des parents vis-à-vis de leurs enfants jusqu'à leur majorité.
l'éducation des parents, donc ça passe par certaines obligations comme ça légales, mais comment est-ce qu'on fait pour aller un petit peu plus loin là sur ce sujet ? Alors, il n'y a pas d'école pour les parents. Donc, c'est pour ça que je pense que à la fois l'initiative, par exemple, qui est relayée par Clara Chapaz sur les 10 jours sans écran, qui existe depuis 2018, je crois. Oui, c'est ça. C'est une initiative intéressante pour rappeler à l'attention. Mais, et c'est bien de se dire qu'on peut vivre sans écran, et je pense qu'on a tous besoin de périodes de déconnexion. Souvent, c'est des accords pendant les vacances, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des usages tout à fait utiles, pédagogiques, même des écrans, donc il faut faire un peu attention à ça aussi. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait les 355 jours restants de l'année, une fois qu'on a dit 10 jours sans écran. Et c'est là-dessus que je pense que en fait, la force de frappe qu'a encore un gouvernement quand il arrive à fédérer les associations, les entreprises autour de lui, à mon avis, ce serait plus d'abord de rappeler qu'on a un outil qui permet aux parents d'avoir un peu de contrôle. Ça s'appelle le contrôle parental. Alors, j'ai toujours présenté ça comme étant pas une solution miracle. Mais si vous voulez rendre le plus accidentel ou le plus difficile possible la rencontre de votre enfant avec des contenus non désirés et non désirables, c'est quand même pas très compliqué. Encore faut-il que le message passe. Et à l'époque, il y avait eu des initiatives qui avaient été prises par Adrien Taquet, notamment autour de la plateforme. Alors, une plateforme, ça a ses limites, parce que ça ne s'adresse qu'aux gens qui vont aller sur cette plateforme. Donc, je pense qu'il faut réfléchir vraiment à comment est-ce qu'on fédère un peu toutes les initiatives. Le fait que l'éducation nationale relaie un petit peu plus maintenant cette initiative des 10 jours sans écran, c'est intéressant. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe les 355 autres jours avec des injonctions contradictoires également. Oui, parce que parce que ce numérique à l'école, en même temps, il est là, il existe, c'est un sujet. Vous avez aussi été rapporteur sur une mission du numérique à l'école, je crois que c'était en 2018. On en a besoin, on doit éduquer nos enfants. Absolument. Il se passe tellement de choses dans l'univers du numérique et de l'intelligence artificielle aujourd'hui en particulier, qu'il faut aussi qu'on apprenne à mieux comprendre comment fonctionnent ces outils. Donc retirer les écrans, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mode d'éducation ? Est-ce que c'est utile ? Je voulais vous faire réagir aussi en plateau. Alors, je voudrais faire une analogie avec la voiture. C'est-à-dire que pendant des années, moi j'ai connu ça aussi petite, on prenait la voiture et on n'attachait pas sa ceinture de sécurité. Il y avait même des voitures dans lesquelles il n'y avait pas de ceinture de sécurité. On n'a pas interdit de prendre la voiture. On a expliqué qu'il fallait mettre sa ceinture de sécurité. Donc, c'est un peu ce même parallèle que l'on pourrait faire finalement sur l'usage de l'écran. On n'est pas en train d'interdire l'écran, on est en train d'expliquer quels sont les potentiels risques, voire dangers, santé mentale, attention, etc. Quant à un usage sans ceinture de sécurité de son écran. Et voilà. La ceinture de sécurité, ce serait le contrôle parental. Alors, il y a le contrôle parental et il y a aussi, et c'est là que c'est plus subtil, hein, parce qu'il y a un outil, tel une ceinture, c'est physique, mais il y a aussi toute la partie éducationnelle. Dommage qu'il n'y ait plus d'école pour les parents, parce que là, je pense que en fait, les parents ne sont pas nés avec ces outils et sont un petit peu désarmés. Donc voilà, il y a un sujet d'éducation profond derrière. Moi, je voudrais dire qu'il n'y a pas de numérique sans écran. Donc l'école, elle doit former les gens au numérique. Donc il y a le passage obligé avec l'écran. Et en même temps, le vrai danger aujourd'hui, le contrôle parental est une solution, une ceinture. Mais ce qui se passe, c'est que l'écran, il a glissé du bureau à la poche. Et en même temps, en glissant du bureau à la poche, il est passé à 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et donc, à un moment donné, au-delà de ça, même s'il faut un accord parental, on verra après les limites, les âges, les seuils, etc., il y a aujourd'hui un enjeu important. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que maintenant, on a un recul depuis 2000, des années 2000, avec les conséquences et les dégâts que font en fait une connexion permanente et cet accès à l'écran qui fait qu'on se coupe en fait de l'environnement social. Et donc il y a plein d'enjeux derrière ça et qui sont importants et qui vont au-delà de la ceinture de sécurité. C'est le fait de mettre cette ceinture de sécurité, on va jusqu'où ? Parce que si on contrôle là-dessus, on autorise finalement. Si on contrôle, on permet certaines choses et à un moment donné, et c'est peut-être l'idée parce que de cette coupure, c'est de dire, à un moment donné, il faut être aussi dans le monde terrestre, dans le monde du vivant.
et pas dans le monde des écrans. C'est ça aussi le débat qui est très intéressant autour de ça. Oui, parce qu'en plus, on se retrouve projeté dans un autre environnement social, d'autres communautés. Et c'est là où il faut aussi apprendre à naviguer dans ce... Alors, si vous voulez, il y a dans l'anxiété programmée, qui est un ouvrage qui a été fait par Jonathan Haidt, qui prend un recul qui est très important autour de ça. Il montre qu'il y a 4 vraiment dégâts fondamentaux qui ont été faits de l'utilisation de l'écran. Et puis, il l'a fait avec les niveaux. D'abord, c'était les adolescents, hein, puis ça va de plus en plus vers les mineurs. Il montre d'abord qu'il y a une privation sociale. Donc ça, c'est un vrai danger. Quand je suis sur un écran, je ne suis plus en contact avec les autres. Vous avez un manque de sommeil, et là, c'est ce qui est important. Et puis, vous avez une fragmentation de l'attention, et puis des addictions. Donc on voit qu'il y a des phénomènes aujourd'hui qui sont importants, et moi je le vois dans le droit de demain, ces questions de santé mentale et de fragilisation du mineur vont être des enjeux de plus en plus, si vous voulez, importants sur lesquels la société doit réagir. Mais là, pour en avoir déjà parlé avec Bruno Studer, la question de l'addiction aux réseaux sociaux, à ces plateformes numériques, elle ne vient pas uniquement de l'écran qu'on a dans la poche, elle vient aussi des pratiques qui sont clairement mises en place par ces plateformes, des pratiques addictives comme ce scroll infini, enfin tout ce qui en fait éveille sans arrêt nos sens et nous incite à ne jamais nous arrêter. Dorothée. Oui, absolument. En fait, je pense qu'il faut aussi remettre ce débat dans le contexte que derrière ces plateformes, ce sont les plus grandes fortunes mondiales, ce sont des industriels qui mettent en place des pratiques addictives. On voit bien que le taux de jeunes qui sont devenus accidentogènes et addictogènes passe de 7% à 11% en 5 ans, ce qui est énorme. Et en fait, ils préparent également, ils mettent les conditions pour ces futures générations à devenir des adultes soumis à leurs propres règles d'usage du numérique. Et je pense que cette déclaration de Clara Chapaz, elle s'inscrit dans un mois d'avril qui a été très dense en matière de prise de parole, que ce soit pour des données, la protection des données privées, mais également professionnelles, et notamment au travers de prises de parole sur les enjeux de souveraineté et de souveraineté industrielle. Et donc, il appartient aujourd'hui collectivement à un renouveau numérique, à un renouveau de nos pratiques numériques, que ce soit pour nos enfants et accompagner également de la formation dans les écoles au cyberharcèlement, aux enjeux de cybersécurité, puisque l'école nous fournit aussi des tablettes pour nos enfants à différents âges et on ne leur donne pas en fait les moyens aussi de se protéger, et il faut en faire aussi des citoyens numériques responsables, et ça commence l'apprentissage dès la primaire, dès le collège. Et là, on a ce rôle aussi de société à faire. Mais on a également ce volet industriel qui est fait en parallèle, puisque ces jeunes seront demain des utilisateurs du numérique en entreprise. Et il est important pour toutes ces plateformes de les avoir déjà conditionnés à ses propres usages. Donc, nous, on s'inscrit réellement dans ces prises de parole de Madame Chapaz. On partage cet appel au renouveau numérique pour aussi, demain, faire des choix vers des acteurs plus industriels, respectueux d'un numérique beaucoup plus éthique et responsable. Oui, et la pratique avec la connaissance de la cybersécurité, ça c'est quelque chose que je pense que tous vos adhérents soutiennent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas, Bruno Studer? Parce que dans ces prises de parole, quand même, on n'entend pas, je trouve, encore suffisamment l'attaque des modèles économiques, des pratiques mises en place, des modèles algorithmiques, en fait, imposés par quoi? Allez, une poignée de géants du numérique aujourd'hui. Ils ne sont pas si nombreux. Non, ils sont pas si nombreux. Ils sont quand même excessivement puissants. Après, c'est quand même de plus en plus connu. Il y a des règles qui sont aussi votées régulièrement, notamment au Parlement européen avec des transpositions nationales. Parce qu'évidemment, une fois qu'il y a la ceinture de sécurité, ça ne suffit pas. Il faut d'autres interdictions, il faut des contrôles, etc. etc. Mais il ne faut pas... je veux aussi, sur ce sujet-là, parce qu'on parle beaucoup des jeunes. Et moi, je l'ai fait sur mes 3 textes. Je me suis beaucoup servi de la sensibilité du public à la question de la jeunesse et de la protection de l'enfance pour attirer sur des questions de protection des données personnelles à travers le droit à l'image, sur la façon dont, effectivement, on doit acquérir de nouvelles normes sociales, en fait, sur un espace qui est finalement assez récent. Mais il faut aussi réfléchir à la portée de ce qu'on dit par rapport aux jeunes, alors que si on regarde très objectivement les chiffres qui sont... ceux de certaines études,
il faut certainement s'occuper des jeunes, mais en termes d'impact de la désinformation de la santé mentale, sur les personnes âgées, on est sur des chiffres beaucoup plus inquiétants encore que pour les jeunes. Absolument. Les premières victimes de la désinformation, de l'enfermement algorithmique, c'est pas les jeunes. Ouais. C'est les plus que 55, plus que 60, qui n'ont pas d'école, qui très souvent sont isolés et donc passent encore beaucoup plus de temps que ce qu'on peut bien imaginer concernant nos enfants. Donc c'est un problème qui est éminemment complexe. On a besoin surtout un petit peu je pense, de rationalité, de continuer à mesurer les choses. C'est très récent tout ce qu'on est en train de découvrir. Évidemment qu'il y a des choses qui sont terribles. On a beaucoup de témoignages, notamment sur l'impact sur la santé mentale, mais pas que chez les jeunes. Ouais. Et, c'est ce que disait Mikim Chikli, qui rappelait le problème aussi de toute une génération qui n'est pas née avec, qui n'a pas été éduquée, formée. Il y a un peu des générations sacrifiées finalement. Vous vouliez réagir, Dorothée ? Oui, il y a aussi la difficulté, c'est qu'on voit sur les réseaux sociaux des propos qu'on n'accepterait plus d'entendre, qui sont délictueux dans la rue. Et en fait, sous couvert d'anonymat ou d'avatar, nos jeunes ou n'importe quelle personne de la population, effectivement, pour une certaine partie de cette population, s'autorise à avoir des propos qu'elle ne tiendrait pas en milieu ouvert, on va dire, public. Et en fait, on est en train de courir après à trouver des solutions pour que nos jeunes ne soient plus destinataires de propos délictueux, de cyberharcèlement, de challenges qui leur tuent la santé mentale, physique et autres, alors qu'en fait, le problème, c'est l'usage et on court après, finalement, l'outil qui autorise ça. C'est-à-dire qu'on essaye de patcher, si vous m'autorisez ce terme, des vulnérabilités qui, en fait, elles sont inscrites by design dans le système, en fait. Et donc, on est dans une course, après toujours, pour schématiquement les GAFAM, alors que le cadre, en fait, malgré nos apports en matière de réglementation au niveau européen, on n'arrive pas finalement à toujours équilibrer ce niveau de relation. Et c'est ça qui est un peu à la fois frustrant et à la fois doit nous interroger parce qu'on est toujours en train d'essayer effectivement de courir après la résolution du problème. Alors je vois Mikim, Gérard qui veulent réagir. Je voulais juste pour prolonger la discussion qu'on réécoute Emmanuel Macron. Donc c'était lundi 12 mai 2025, un moment de son grand oral sur TF1, à propos de la façon dont il voulait protéger justement les enfants en ligne. Les réseaux sociaux, oui, il faut protéger nos enfants. Et donc, je suis pour ma part favorable, et je pense qu'il faut y aller, à ce que nos enfants, nos adolescents soient protégés de cela. Et donc, qu'on impose une vérification de l'âge dans les réseaux sociaux. Et qu'en dessous de 15 ans... Et cela pourrait passer, le cas échant, et ça, oui, alors après... Il n'y a pas d'obstacle à vos yeux. En vérité, il n'y a pas d'obstacle par rapport à l'article 11. C'est une compétence qui est à l'Europe. Donc il faudrait que derrière, on engage en parallèle un combat européen. Mais je pense qu'il faut le faire. Voilà. Pour moi, c'est une de mes priorités. Oui, quand même, une des priorités. Alors bon, ça va énerver encore Bruno Studer parce qu'on ne parle que des enfants. Mais quand même, là, ça va être notre sujet. Oui. Interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans dans toute l'Union européenne, une des priorités. Oui, mais là aussi, c'est une cacophonie parce qu'en réalité, au niveau européen, pourquoi il y a un problème ? C'est que la majorité numérique, elle n'est pas la même dans tous les pays. Donc on a le RGPD qui nous dit, voilà, et il a laissé en fait la liberté à chacun des pays de trouver en fait une majorité numérique et on va de 13 ans à 16 ans. Donc si vous voulez, donc la France, elle est dans un combat en disant on a mis 15 ans, très bien, sauf qu'il y a 3 pays qui suivent la France, qui sont l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, et donc on a des vrais enjeux autour de ça. Donc déjà, et là, la France veut convaincre. Alors, elle veut convaincre sa position, mais elle n'est pas suivie par d'autres pays. Et en même temps, quand on voit sur les réseaux sociaux, on sait très bien aujourd'hui, avec le recul que l'on a, que les réseaux sociaux sont beaucoup plus dangereux pour les filles que pour les garçons. En même temps, également, on a un problème, comme le disait tout à l'heure Dorothée, c'est qu'on a le DSA, par exemple, qui nous permet d'avoir une lutte contre les contenus illicites. Sauf que le régulateur n'est pas allé au bout. Il n'a pas défini ce qu'était le contenu illicite. On a plein de choses aussi où il faudrait peut-être savoir qui est derrière les messages et la désinformation. Sauf que on ne peut pas engager de plainte contre X parce qu'on ne peut pas lever l'anonymat si on ne sait pas qui c'est. Or, pour pouvoir vous voyez, on est dans des cacophonies. C'est-à-dire qu'on met en place des artifices, mais on ne va pas au bout des choses. Et donc, il y a un flou. On ne peut pas appliquer finalement nos textes. Non, mais c'est qu'on montre qu'on a une volonté.
on va peut-être mettre le contrôle parental, mais en même temps, aujourd'hui, c'était pas les 10 jours, c'était de se poser la question, est-ce qu'une école peut être aujourd'hui sans smartphone? Ça serait vraiment une question. Donc, on peut pas dire oui aux écrans pour former, mais non au smartphone. Là, on va pas jusqu'au bout. Donc, si vous voulez, il y a peut-être des choses où il faudrait qu'on soit plus une reprise d'autorité. C'est ce qui manque, moi, je pense, aujourd'hui dans tous ces problèmes. Et puis, on ne donne pas des cadres. On s'appuie sur des choses très floues. 15 ans, pourquoi 15 ans? On doit le justifier. Il faudrait que toute l'Union européenne dise, ben voilà, c'est 15 ans. Ensuite, il faudrait voir les conséquences qu'il y a à ça, parce que derrière les écrans, il y a aujourd'hui le kidnapping de l'attention. Et ça, c'est la contrepartie de l'économie de l'attention. Et on est en train de former, et j'allais dire, au-delà de ça, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données que l'on prend à travers les écrans, et où ça va, et qu'est-ce qu'on va en faire avec des gens qui vont devenir addictifs. C'est un vrai problème aujourd'hui, l'addiction, chez les enfants, et on ne se protège pas assez. Vous soulevez le problème du modèle économique. Donc il y a l'école, les parents, l'État et les nations. Je trouve qu'il y a aussi un parallèle intéressant à faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur de la criminalité, on a peur de ceci, on a peur de cela, on surprotège les enfants, on les laisse plus aller jouer dans la rue, dans les campagnes, parce que on voit alerte enlèvement ou je ne sais quoi, mais on les laisse parce qu'on n'a pas conscience du danger que représente une surconsommation des réseaux sociaux. Je reste sur le sujet des réseaux sociaux. Et ce qui est, je pense, encore une fois important, il n'y a pas d'école des parents, mais c'est sensibiliser cette loi, finalement, c'est aussi sensibiliser les parents en disant à moins de 15 ans, tu n'as pas le droit. C'est une loi, donc ça aide les parents, on ne se substitue pas à l'éducation, mais au moins les parents, peut-être, auront un moment, une prise de conscience à se dire, mais donc pourquoi 15 ans? Donc c'est pas bien, et ça leur donne un argument supplémentaire pour ceux qui sont un peu démunis par rapport à ce sujet. Parce que 15 ans, je pense qu'on est en pleine révolte, hein, donc supprimer jusqu'à 15 ans, c'est pas simple. Ouais. Mais on sait aussi détourner les interdictions. Quel est votre avis, Bruno Studer, sur cette interdiction des réseaux sociaux partout dans l'Union européenne aux moins de 15 ans? Alors, je suis désolé, mais je vais avoir un biais cognitif parce que j'étais parlementaire, donc qui dit interdiction dit sanction. Oui. Vous voulez sanctionner qui? Eh oui. Sinon, l'interdiction, elle n'existe pas. Alors après, l'idée quand même est un petit peu plus explicitée par Clara Chapaz, qui dit qu'elle veut obliger les plateformes numériques à s'assurer de l'âge des utilisateurs avant d'ouvrir le compte social. Alors là, on est effectivement sur quelque chose de plus clair. Donc on peut aller là-dessus. Ça nécessitera, comme le disait un de vos invités, qu'on se mette tous d'accord à l'échelle européenne, sachant que, encore une fois, je suis passé par les fourches codines de la Commission européenne sur la simple préinstallation sur des appareils vendus en France. Oui. Donc on était juste sur la question de la libre circulation de marchandises. On n'était pas sur des questions aussi sensibles que la liberté d'expression ou la liberté de communication qu'une telle interdiction générerait. Donc, on est sur des alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, il faut pas y réfléchir, mais on est sur des considérations qui sont intimement liées à notre démocratie, aux droits fondamentaux, etc. Donc, moi, je pense que d'abord, qui dit, j'y reviens, un nouvel espace public, qui dit une nouvelle norme, une nouvelle loi, et que c'est allé très très vite, que, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a des parents à qui leurs propres parents avaient transmis de bonnes habitudes concernant l'espace public, par exemple ne pas monter dans la voiture d'un inconnu à la sortie d'école. On l'a tous entendu, on l'a tous dit à nos propres enfants. Personne ne nous a expliqué, il ne faut pas donner une photo de soi ou de son enfant sur les réseaux sociaux parce que ça n'existait pas. Donc il y a des nouvelles normes. Je pense qu'il faut déjà faire passer des messages assez simples et faisables, comme par exemple une norme, c'est de ne pas dormir la nuit ou de ne pas laisser son enfant la nuit avec son téléphone portable, parce que sinon vous allez vous retrouver avec 40% des ados qui aujourd'hui se lèvent la nuit pour voir leurs notifications. Et donc la loi peut certainement régler un certain nombre de choses. Après, chaque norme ne correspond pas à une loi, il y a aussi des habitudes qu'on doit prendre dans notre vie. L'habitude de déconnexion, c'est très bien. Maintenant, j'ai vraiment des doutes sur la capacité de la France à faire voter, enfin on l'a voté d'ailleurs, mais le texte n'est pas appliqué, la majorité numérique, sachant, regardons les difficultés qu'on a sur le porno.
Mais oui, on arrive à faire du filtrage. On commence à trouver l'ébauche de l'esquisse d'une solution. Mais on est là sur des contenus où même la pornographie, il n'y a pas de consensus scientifique. Et donc, et derrière, vous avez des enjeux de liberté d'information, de communication, de secret de l'orientation sexuelle, etc., qui font que c'est très compliqué. Donc, ce qui me semble important, c'est autant aller sur des messages simples, sur les bonnes habitudes qui sont à prendre. Pour le reste, je pense qu'il faut se garder aussi de faire des sortes de promesses, parce que c'est très, très séduisant pour beaucoup de gens de se dire, OK, on va réussir à protéger nos jeunes. Ouais. Mais si c'est pas fait derrière, ça peut faire de la déception et je crains que ce soit pas ça. Et on n'aura pas réglé le problème. Juste Dorothée, pardon. Oui, en plus avec la révolution de l'IA qui arrive et Meta qui annonce entraîner son IA sur nos données personnelles à partir du 27 mai, c'est vrai que, encore une fois, si on s'attarde sur les réseaux sociaux de nos enfants, mais pas que, évidemment le problème est éminemment pour tout le monde, on va au-devant d'une accélération du problème et surtout, encore une fois, d'être moins en situation de trouver la solution très rapidement, notamment sur les notions juridiques. Donc là, il y a On pensait quand même qu'on serait un peu plus protégé avec le règlement européen sur la protection des données personnelles, mais bon, on s'aperçoit finalement que tout fuit partout parce que nous faisons partie du système. Il y a une balance d'intérêt chaque fois, comme l'a dit monsieur le député. Parce qu'on fait partie nous-mêmes de ce système d'alimentation. Les libertés, l'équilibre, la sécurité, le business. Absolument. C'est de vrais enjeux qui sont très très importants autour de ça. Hein. Et si on commençait juste par interdire TikTok, pardon, j'y vais direct parce que moi je suis ni député ni. Je suis tout à fait d'accord. C'est le plus dangereux de tous les réseaux sociaux. Oui, et c'est vrai que ces plateformes chinoises aussi sont très dangereuses. TikTok, et c'est un vrai problème. Quand on voit aussi que mais ça dépend quel font TikTok. Du shopping. Ça dépend quel TikTok. Enfin, moi, je rejoins l'ancien député Bruno Studer que l'interdiction, ça semble la baguette magique. Mais véritablement, est-ce que c'est une baguette magique ? Si on n'a plus TikTok, on aura de toute façon autre chose. Oui, mais derrière TikTok, il y a quand même un enjeu politique. Oui, fort. Justement, il y a plein de TikTok différents. Finalement, on a un TikTok en Chine, on a. Oui, mais c'est on a tous des enfants. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand on a 11 ans, tous les enfants, la plupart des enfants de 11 ans ont déjà un smartphone. Et qu'à partir de 6 ans, la plupart sont avec des écrans. Quel problème pose TikTok ? C'est ça, en fait, la question. Le problème pose TikTok, c'est que c'est le meilleur algorithme qui existe au monde. Voilà. Donc, c'est l'algorithme champion de l'attention. On est d'accord qu'on est sur des pratiques algorithmiques, on est sur un type de contenu. Aujourd'hui, voilà. Mais tout ça, il faut l'expliquer. Il faut et c'est un outil de par quel biais propagande politique. Donc, on peut adresser ce sujet aujourd'hui. Oui, Bruno Studer, ce sera le mot de la conclusion. Parce que c'est terminé. Juste pour vous rappeler, justement, quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y a une loi sur la manipulation de l'information dont j'avais eu l'honneur d'être rapporteur et elle avait été faite notamment pour très vite. Voilà. Et en fait, sachez juste qu'on n'a pas interdit Russia Today ou Sputnik au titre des dispositions des lois sur la communication, mais on l'a fait sur les sanctions aux entreprises. Parce que sur la liberté d'expression, on est sur des terrains qui sont très sensibles, très difficiles à manier, et je pense que et très piégeux. Voilà, merci beaucoup, Bruno Studer, d'avoir été avec nous. Merci à Dorothée Decropp également d'avoir été avec nous. Merci Miki Mchikli, merci Gérard Haas. À très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change. Pour nous suivre, c'était Smart Tech, l'émission qui vous parle de la tech et de tous ces sujets autour du numérique.